bonjour à toutes et à tous. Du coup, comme elle l'a dit, on est là ensemble ce matin pour une petite heure et on va parler ensemble un petit peu d'accessibilité numérique. Simplement en guise d'introduction, donc je peux me présenter et puis je laisserai Gabriel présenter Lucie et se présenter juste après. Donc moi, je m'appelle Clément Fresneau, je suis consultant en accessibilité numérique pour Empreinte Digitale. Empreinte Digitale, on est une entreprise de services numériques basée à Angers dans le Maine-et-Loire. Donc on existe depuis 30 ans avec 60 collaborateurs. Petite particularité, on est devenu une SCOP depuis le mois de janvier 2020. En fait, les anciens fondateurs et dirigeants de l'entreprise sont partis à la retraite et ont vendu l'entreprise aux salariés. Donc c'est un fonctionnement un petit peu particulier. Aujourd'hui, on est 35 associés dans cette SCOP et on a plusieurs domaines d'activité, notamment le développement web sur mesure qu'on s'efforce de rendre le plus accessible et éco-conçu possible. On a un pôle dédié à des solutions cloud, hébergement, infogérance. On a bien sûr un pôle dédié à l'accessibilité numérique au sein duquel on fait de l'audit, de l'accompagnement, des formations, tout ce qui touche un petit peu à ce côté accessibilité. On a son pendant côté RGPD et protection des données. Et puis enfin, on est également éditeur d'une solution logicielle qui s'appelle l'IGO Archive, qui est un logiciel d'archivage, de diffusion et de gestion d'archives pour les collectivités. Voilà très rapidement pour qui nous sommes. Et je laisse la main à Gabriel simplement pour se présenter et présenter l'agence Lucie. D'accord, merci beaucoup Clément. Donc je suis Gabrielle Jangoul, chargée de développement au sein de l'agence Lucie pour la partie formation. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agence, on est une agence de ressources en développement durable. On a deux activités phares qui sont la labellisation RSE. On a nos propres labels d'amélioration RSE et on porte aussi le label numérique responsable pour le compte de l'Institut du numérique responsable. On a été créé en 2009 et on compte à ce jour 1200 membres dans la communauté. Et ça, donc, c'est pour notre première activité. Et la seconde activité, c'est le centre de formation Lucie, pour lequel on a une 50aine de formations au catalogue qui touchent la mise en œuvre de la RSE, la communication responsable, le numérique responsable et l'impact environnemental. On forme aussi bien des salariés que des indépendants, que des salariés, donc vraiment tous les profils. Et voilà, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble pour ce webinaire. Je te repasse la main, Clément. Ouais, merci Gabriel. Et oui, je l'ai pas précisé, mais Empreinte Digitale est bien évidemment labellisée Lucie également. Hop, donc effectivement, je reprends la main pour vous parler d'accessibilité et bien sûr la première chose qu'il faut définir, c'est qu'est-ce que l'accessibilité numérique. Donc si on regarde la définition que nous en donne la DINUM, donc la direction du numérique, c'est l'accessibilité numérique consiste à rendre les services accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc quand on parle de services numériques, on va parler aussi bien de sites web, d'applications, mais également d'intranet, d'extranet, toutes les applications métiers que vous pouvez utiliser au quotidien et également des choses auxquelles on pense pas forcément, comme par exemple du mobilier urbain numérique. Si vous avez un office de tourisme dans votre ville qui comporte une borne d'information avec un écran tactile, ça fait aussi partie des périphériques qu'on va essayer de rendre accessibles. Effectivement, lorsque vous allez créer un service numérique, vous allez avoir tout un tas d'utilisateurs qui sont potentiellement susceptibles de venir sur ce site web, par exemple, ou sur cette application. Donc, on va avoir des utilisateurs en pleine possession de leurs moyens, et puis on va avoir des utilisateurs qui seront potentiellement en situation de handicap, que ce soit en situation de handicap moteur, visuel, intellectuel, cognitif, auditif, ou en situation de polyhandicap, ou même des situations de handicap temporaire. Si demain vous cassez les deux bras, vous pouvez plus utiliser votre souris, vous êtes en situation de handicap temporaire, ou des limitations liées au contexte. Donc voilà, il y a vraiment des typologies d'utilisateurs très variées qui sont susceptibles d'accéder aux services numériques que vous allez pouvoir produire. Ce que je vous propose, c'est de passer assez rapidement en revue les différentes typologies de handicap et de voir un petit peu comment ces utilisateurs peuvent utiliser un site web, par exemple, ou une application, et voir un petit peu quels sont les outils qui sont à leur disposition et qu'ils vont mobiliser pour ça. Si je commence par exemple avec des utilisateurs qui ont un handicap moteur, on a certaines typologies d'utilisateurs qui ne vont pas utiliser de clavier,
voire pas de souris, voire aucun des deux. Effectivement, on a des technologies d'assistance qui aujourd'hui permettent de commander son PC à la voix, de commander son PC avec un système de eye tracking, avec les yeux, ce genre de choses. Donc, ces utilisateurs-là ne vont pas utiliser ni clavier ni souris. Et si votre site web n'est pas compatible avec ce genre d'outils, si par exemple on a des interactions qui sont effectuables uniquement avec le clic de la souris, ça peut mettre en difficulté ces utilisateurs. Toujours dans le cadre des utilisateurs qui sont en situation de handicap moteur, je vous parlais de logiciels de eye tracking, ce genre de choses, mais ces utilisateurs vont disposer de tout un tas de technologies d'assistance pour les aider à naviguer sur un site web, sur une application. Donc ça peut être du eye tracking, ça peut être des contacteurs à différentes parties du corps. Voilà, nous on utilise une souris qu'on manipule avec la main. On pourrait très bien imaginer un contacteur qu'on manipulerait avec le pied, avec une autre partie du corps, ce genre de choses. Ou bien tout simplement des périphériques un peu plus ergonomiques, donc des joysticks, des trackballs, des claviers spécifiques. Vous avez peut-être déjà vu des utilisateurs qui naviguaient avec des souris ergonomiques pour éviter d'avoir des tendinites, ce genre de choses. Ça va être toute cette typologie de technologies d'assistance qu'on va retrouver et qui vont être utilisées par les utilisateurs en situation de handicap moteur. Je vous ai remis un petit exemple, mais celui de Stephen Hawking, qui était un célèbre physicien, qui lui, sur la fin de sa vie, utilisait son ordinateur avec un contacteur au niveau de la joue. Donc il avait un clavier virtuel et au lieu d'utiliser une souris, en fait, il se déplaçait de case en case sur son clavier virtuel avec un contacteur au niveau de sa joue, ce qui lui permettait de naviguer sur une page web et d'interagir avec un ordinateur de la même manière qu'on pourrait le faire avec une souris et un clavier. Parmi les typologies d'utilisateurs qui sont susceptibles d'accéder également à vos services, on a forcément des utilisateurs malvoyants et ou aveugles. Si je prends l'exemple des utilisateurs non-voyants, ces utilisateurs-là ne vont pas, bien évidemment, utiliser ni l'écran, ni le pointeur, ni la souris. Ces utilisateurs vont plutôt utiliser des technologies d'assistance, comme par exemple un logiciel de lecteur d'écran qui va vocaliser les textes, mais également tous les éléments qui vont être présents à l'écran et leurs propriétés, des boutons, des liens, des tableaux, etc. Ils vont également très souvent utiliser une plage braille qui va retranscrire les textes et les informations de l'écran en braille et qui permet également de rentrer de l'information avec un clavier braille. Et bien évidemment, ils vont utiliser le clavier pour interagir avec tous les éléments interactifs de la page. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais une bonne pratique, c'est de pouvoir manipuler l'intégralité des éléments d'une page avec le clavier, de pouvoir se déplacer d'élément en élément, de pouvoir activer tous les boutons, afficher, masquer les menus de navigation, etc. Ça, c'est très important pour un grand nombre d'utilisateurs. Je parlais à l'instant des utilisateurs malvoyants, mais effectivement, en fonction des individus, ces utilisateurs vont rencontrer des difficultés assez variées. Ils peuvent être mis en difficulté, notamment lorsqu'on a des textes ou des éléments, des composants d'interface, des boutons, des liens, ce genre de choses, qui ne sont pas suffisamment contrastés avec l'arrière-plan. Effectivement, le fait d'avoir des couleurs qui ne soient pas suffisamment contrastées, on peut avoir du mal à distinguer l'information et passer à côté d'informations essentielles. Ces utilisateurs vont également parfois avoir besoin d'augmenter la taille des caractères ou d'augmenter l'interligne entre les textes. Il est donc important de faire en sorte que le site soit compatible avec ce genre d'éléments. Donc éviter par exemple d'avoir des textes qui soient contenus dans des images, puisque quand on va zoomer sur ces images, le texte va être pixelisé. On va privilégier plutôt le texte réel implémenté dans la page web. Un autre point de vigilance, c'est celui des combinaisons de couleurs. Effectivement, on a parfois des informations qui sont portées uniquement par la couleur. Je pense par exemple, quand on remplit un formulaire et qu'on a des champs de formulaire qui sont en erreur, souvent ces champs apparaissent en rouge. Si on n'a pas implémenté un message d'erreur qui accompagne les champs qui sont passés de noir à rouge, par exemple, un utilisateur daltonien pourrait avoir du mal à distinguer les champs sur lesquels il aura fait une erreur et du coup avoir du mal à corriger cette erreur. Donc bien faire attention à ne pas donner uniquement l'information par la couleur, par exemple. Même chose, ne pas donner l'information uniquement par la taille, ce genre de choses. Toujours essayer de donner l'information par plusieurs moyens différents. L'idée, c'est pas de fournir des versions alternatives, mais c'est de rendre compatible la version que tout le monde utilise avec les besoins de tous les utilisateurs qui sont susceptibles de venir sur votre service numérique. Ces utilisateurs malvoyants, ils sont également susceptibles d'utiliser des outils qui sont intégrés directement à leur ordinateur. Je pense notamment à la loupe d'écran qui permet de zoomer sur une partie de l'écran. Donc encore une fois, attention aux textes qui seraient contenus dans des images, ce genre de choses. Attention à la taille des caractères. Attention aux infos données uniquement par la couleur.
Autre typologie d'utilisateurs qui sont susceptibles de venir sur votre site ou sur votre application, ça va être les utilisateurs qui seraient en situation de handicap auditif. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations qui sont véhiculées, que ce soit sur le web, sur les réseaux sociaux, etc., dans des formats vidéo. Et tous ces utilisateurs sont de fait exclus de ces informations si on ne fournit pas de sous-titres et de transcription textuelle à ces vidéos, voire d'audio-description. C'est très important de fournir des sous-titres. Ne serait-ce qu'également, on n'est pas forcément obligé de parler de handicap. Là, on peut parler simplement de limites contextuelles. Si jamais vous regardez une vidéo dans un endroit très bruyant ou dans les transports, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir le son. Donc là, les sous-titres sont également utiles, mais également le fait de fournir une transcription textuelle qui permet à tous ces utilisateurs de pouvoir accéder à l'information et puis qui permet également de gagner du temps puisqu'on peut faire une recherche dans le texte d'une vidéo, par exemple, ce genre de choses. Donc, ce sont des éléments à garder à l'esprit et qui sont très importants pour bon nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, en France, on considère qu'il y a 15 à 20% de la population qui est en situation de handicap. Encore une fois, ce chiffre ne prend pas en compte ce que je disais tout à l'heure, toutes les situations de handicap temporaire, également les personnes qui n'ont pas forcément conscience d'être en situation de handicap et qui ne l'ont pas forcément déclaré, et puis tous les handicaps qui vont être liés par exemple à la population vieillissante, aux utilisateurs débutants, aux utilisateurs allophones. Donc on a en réalité énormément d'utilisateurs qui sont susceptibles d'être concernés par les bonnes pratiques que j'ai évoquées et par les choses dont on va parler aujourd'hui. Donc bien garder à l'esprit que voilà, en ne prenant pas en compte l'accessibilité, on exclut de fait quasiment 20% de ces utilisateurs potentiels. Pour illustrer un petit peu ce dont je viens de vous parler, je vais vous montrer une petite vidéo qui est celle d'un utilisateur non-voyant qui montre rapidement comment au quotidien il utilise son smartphone pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne. Alors je vais vous partager mon écran. Hop, et puis je vais mettre la vidéo. Tac. Hop. Ça a l'air de fonctionner. Et puis je vais vous montrer cette petite vidéo pour illustrer un petit peu ce dont on vient de parler. Clément, les personnes dans le chat nous indiquent qu'on n'entend pas le son.
Alors, Clément, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Oui, il y avait juste un problème de son. Les personnes dans le chat nous ont indiqué que ça ne fonctionnait pas. Du coup, si tu peux peut-être juste faire un petit récap sur ce qui s'est dit. Et moi, j'ai envoyé le lien dans Ouais, voilà. Donc, au revoir. tac. Donc c'était simplement une petite démo. Donc si vous aviez les images, c'était le principal, mais pour montrer un petit peu comment on utilisait un smartphone lorsqu'on était non-voyant. Donc il expliquait au départ qu'il y avait une synthèse vocale qui était intégrée au smartphone. Hein, sur iPhone, ça va être VoiceOver par exemple. Et vous pouvez du coup naviguer lorsqu'on active cette synthèse vocale, on peut naviguer dans son smartphone, donc on balaye l'écran et on navigue d'application en application. On peut aller pour rentrer de l'information, que ce soit envoyer un message, etc. Pareil, on va naviguer de case en case au niveau du clavier virtuel et on va pouvoir rentrer des messages. Pardon. Et puis on va pouvoir utiliser certaines applications. Donc il donnait l'exemple de l'application Yuka. Où on avait effectivement une utilisation détournée de cette application qui lui l'utilisait pour savoir quel était le contenu d'une bouteille par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, on a quelques petits exemples de comment on peut naviguer avec un smartphone en tant qu'utilisateur non-voyant. Et c'était simplement pour illustrer ce que je vous disais juste avant, le fait d'avoir des intitulés, des éléments qui soient correctement implémentés, parce que si on utilise une synthèse vocale qui va nous énoncer à chaque fois si c'est un lien, si c'est un bouton, si c'est un titre, etc., le fait de ne pas l'avoir correctement implémenté peut empêcher la navigation, par exemple, pour cette typologie d'utilisateur. Vous avez le lien dans le chat si jamais vous souhaitez revoir cette petite vidéo. Et puis, il donnait un petit mot à la fin sur son association, qui est l'association Valentin Huy. Et il évoquait notamment le fait qu'ils étaient en mesure d'aider toutes les personnes qui souhaitaient se former à l'accessibilité numérique. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur comment tester quelques critères voilà, pour vérifier que ce qu'on produit est bien accessible et quelques bonnes pratiques. Mais voilà, c'était simplement pour illustrer cette partie sur les technologies d'assistance. Un petit point, après voilà ces éléments de définition et puis cette petite introduction sur les impacts et les enjeux de l'accessibilité numérique aujourd'hui. Si on regarde la définition au sens de la loi, donc constitue un handicap, une limitation d'activité, une restriction de participation à la vie en société qui va être subie dans son environnement par une personne pour une raison quelle qu'elle soit. Et c'est cette indication de subi dans son environnement qui va nous intéresser, parce qu'effectivement, si on inverse un petit peu la perspective, on se rend compte qu'en fait la personne n'est pas handicapée, elle est plutôt dans un environnement inadapté. C'est pour ça qu'on parle de situation de handicap. Aujourd'hui, on imagine par exemple une personne à mobilité réduite dans un bâtiment qui serait totalement adapté. Cette personne n'est plus en situation de handicap dans le sens où dans cet environnement-là, elle a accès au même service qu'une personne qui serait en pleine possession de ses moyens. C'est encore plus vrai sur un site web ou si on a un site qui respecte les bonnes pratiques d'accessibilité. Un utilisateur non-voyant, un utilisateur malentendant ou sourd aura accès à la même typologie d'informations qu'un utilisateur en pleine possession de ses moyens. Donc on va vraiment parler de situation de handicap et d'environnement inadapté plutôt que d'utilisateurs qui ne seraient pas adaptés. Aujourd'hui en France, il y a une obligation légale autour de l'accessibilité numérique. Donc forcément, cette obligation légale, elle concerne tous les acteurs publics, les collectivités territoriales et les établissements qui en dépendent, tous les services de l'État, bien sûr, et toutes les entreprises qui ont plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire français. Cette obligation, elle leur impose notamment de réaliser des audits de vérification sur leur site web, d'afficher dans une déclaration d'accessibilité le niveau d'accessibilité du site web, etc. Et puis, elle leur impose également de publier, en théorie, des informations dans un format accessible. Cette obligation, elle est en vigueur depuis 2012. Et en plus de celle-ci, on a eu une mise à jour récemment qui prévoit d'inclure, alors notamment tout un tas de nouveaux services dans ce scope de l'obligation légale et notamment tous les sites web qui vont, toutes les plateformes de commerce électronique. Donc à partir de 2025, tous les sites de e-commerce devront en théorie être accessibles et proposer des informations accessibles. De même que les services bancaires, les services d'information sur le transport aérien, ferroviaire, etc. Et ces nouveautés, elles sont accompagnées de renforcement des sanctions en cas de non-accessibilité,
qui a désigné l'Arcom comme organisme qui est capable de venir sanctionner les sites ou les plateformes qui ne respecteraient pas ces obligations d'accessibilité, avec un montant d'amende qui est fixé à 50 000 € par an pour défaut d'accessibilité, un petit peu comme le fait la CNIL sur les problèmes de respect du RGPD. L'Arcom pourra effectuer des mises en demeure, les rendre publiques et effectuer des amendes. Et puis on a également une amende qui est de 25 000 € pour le non-respect des obligations déclaratives, c'est ce que je vous disais juste avant. En plus de publier des informations dans un format accessible, les organismes concernés par l'obligation légale doivent également réaliser des audits, publier certains documents. Si ces documents ne sont pas publiés, l'Arcom pourra également appliquer des sanctions jusqu'à 25 000 € par an. Une question qui vient logiquement après ces éléments, c'est comment vérifier que mes applications, que mes sites, toutes les informations numériques que je vais produire sont accessibles. Donc on a plusieurs ressources à notre disposition. Donc, il y a déjà une norme ISO qui existe, qui est la norme WCAG, donc Web Content Accessibility Guidelines, qui sont les bonnes pratiques, les règles pour l'accessibilité des contenus web. C'est une norme qui est proposée par le W3C, donc l'organisme à l'initiative du web. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, mais c'est une norme qui propose énormément de bonnes pratiques. Alors c'est un contenu qui est en anglais, mais qui propose tout un tas de bonnes pratiques classées en 3 niveaux pour justement implémenter l'accessibilité, la vérifier, etc. Cette norme, comme je vous le disais, elle est en anglais, elle n'est pas forcément très accessible pour des personnes qui ne seraient pas des profils très techniques ou spécialistes. Heureusement, on a une méthode d'application qui existe en France, qui est le RGAA, dont vous avez peut-être entendu parler, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc c'est pas du tout une nouvelle norme, ni un nouveau standard, mais c'est une méthode d'application de cette norme WCAG du W3C. Et l'avantage du RG2A, en plus d'être en français, c'est qu'il propose donc une méthodologie d'application, un cadre opérationnel. Il propose 106 critères avec des sous-tests associés qui permettent de vérifier l'accessibilité, de l'implémenter et de la vérifier. Et puis tout un tas de ressources associées qui peuvent être utiles, notamment des guides spécifiques, donc que ce soit sur les impacts utilisateurs, sur les troubles 10, sur le handicap, des guides métiers pour les développeurs, pour les chefs de projet, pour les auditeurs, etc. L'accessibilité numérique, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dès le début du projet, donc un petit peu comme la sécurité ou la protection des données, de la phase d'initialisation jusqu'à la phase d'exploitation, voire de décommissionnement d'un site web. Donc on a des guides métiers pour orienter un petit peu toutes les personnes qui interviennent sur la chaîne de production d'un service numérique, pour leur donner les clés, justement, pour choisir les bonnes pratiques, effectuer le bon choix technique, faire appel aux bons prestataires, etc. Il y a bien évidemment des tutos et des outils. Le W3C, comme le RG2A, propose ce qu'on appelle des motifs de conception, qui sont en fait des composants interactifs qu'on retrouve de manière très commune sur les sites web, un carrousel, un menu déroulant, un panneau qui va s'afficher, se masquer, des accordéons, des choses comme ça. Et en fait, le W3C propose, à travers ces motifs de conception, des morceaux de code que les développeurs peuvent reprendre et des morceaux de code qui sont déjà accessibles et avec lesquels ils n'ont plus qu'à appliquer leur feuille de style pour justement tous ces éléments, ce qui permet d'assurer un socle technique relativement accessible. Bien sûr, on a un référentiel technique et des méthodologies de test dont je vous parlais. Et puis, à Empreinte Digitale, on a également développé une extension de navigateur pour Chrome et Firefox qui s'appelle l'assistant RGAA, qui permet d'avoir des tests pour aider la vérification et la bonne prise en compte de l'accessibilité. Ça permet également de réaliser des audits un petit peu plus facilement, dans le sens où pour chaque critère, on a implémenté des tests qui vont mettre on exergue certains éléments d'une page web, que ce soit les images, les titres, etc., pour aider à la vérification de la bonne prise en compte de l'accessibilité. Vous avez le lien dans la présentation. Je sais pas, je pense qu'on pourra vous partager la présentation pour que vous puissiez récupérer les liens dessus de toutes les ressources dont je peux parler. L'intérêt donc de cette présentation, effectivement, j'ai parlé de bonnes pratiques d'accessibilité, etc. L'idée, c'était de vous donner quelques éléments concrets sur comment vérifier l'accessibilité sur un site web. Et j'ai pris quelques bonnes pratiques que je trouve être assez simples à vérifier et qui sont essentielles pour tout un tas d'utilisateurs. Je vous propose de passer en revue ces quelques bonnes pratiques.
Le premier point, et c'est une erreur qu'on retrouve très régulièrement lorsqu'on fait des audits de sites web, ça va être la navigation au clavier. Je parlais tout à l'heure que certains utilisateurs ne vont pas utiliser la souris et vont naviguer uniquement au clavier. Ça peut être le cas des utilisateurs en situation de handicap moteur, des utilisateurs non-voyants, etc., qui vont naviguer uniquement avec le clavier et pour qui l'écran n'a pas forcément d'utilité. Une des premières choses qui va être importante pour ces utilisateurs, c'est que le focus reste visible. Qu'est-ce qu'on appelle le focus? C'est quand on va naviguer sur un site web. Je peux vous repartager mon écran pour vous montrer en direct, ça sera peut-être plus parlant. Hop. Si je vais prendre un site pour lequel je sais qu'il est relativement accessible. Voilà. J'ai pris le site de la communauté de communes du Pays Basque. Si je navigue sur ce site, on voit qu'à chaque fois que j'utilise mon clavier pour me déplacer d'élément en élément, j'ai un petit rectangle autour de l'élément sur lequel je me retrouve, ce qui me permet de me repérer dans la page web et de savoir à quel endroit je me trouve. Ça, c'est un élément très important, puisque sans cet indicateur de visibilité du focus, un utilisateur qui navigue uniquement au clavier n'aurait aucune information sur l'endroit dans lequel il se trouve dans la page, et du coup ne pourrait tout simplement pas consulter les informations de cette page. Un autre exemple, c'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser les informations et les éléments interactifs qui sont présents dans la page avec son clavier. Si on a par exemple un menu déroulant, si on a des carousels, si on a des accordéons, il va falloir que les utilisateurs puissent manipuler tous ces éléments avec leur clavier. Pour un menu déroulant, ça va être par exemple pouvoir dérouler le menu, naviguer d'élément en élément avec les flèches du pavé numérique, avec la touche tabulation, etc. Pour un carrousel, ça va être par exemple pouvoir le mettre en pause, pouvoir naviguer d'une slide à l'autre, pouvoir cliquer sur un lien qui se trouverait dans une slide, etc. Donc vraiment, faire en sorte que tous les éléments de la page soient utilisables au clavier. Alors l'idée aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail technique pour vous dire comment rendre disponible au clavier ces éléments. L'idée, c'est plutôt de vous donner cette information pour que lorsque vous allez produire des services numériques, si jamais vous produisez une page web, par exemple, et que vous testez les différents éléments avec la navigation au clavier, que vous puissiez vous rendre compte s'ils sont correctement utilisables ou pas. Une très bonne pratique pour s'assurer qu'il soit utilisable au clavier, c'est d'utiliser des composants natifs plutôt que de surcharger, par exemple, avec du JavaScript, des choses comme ça. Donc, si on a un bouton, faire en sorte que ce soit bien un bouton dans le code source de la page, par exemple, ce genre de choses. Voilà, les deux premières bonnes pratiques qui, à mon sens, sont essentielles, c'est la visibilité du focus lorsqu'on se déplace au clavier, et puis le fait de pouvoir utiliser tous les éléments interactifs d'une page web avec les touches du clavier. Un autre élément dont on a parlé tout à l'heure, c'est celui des contrastes de couleurs. Effectivement, certains utilisateurs, notamment les utilisateurs daltoniens, mais pas que, les utilisateurs malvoyants, ou même un utilisateur qui utiliserait sa tablette ou son smartphone en plein soleil, ce genre de choses, peuvent être gênés ou mis en difficulté si jamais les contrastes des textes ou des composants d'interface ne sont pas suffisants avec l'arrière-plan. Pour vous donner un petit peu de contexte, le RG2A, donc la bonne pratique, recommande d'avoir un rapport de contraste de 4,5 pour 1 pour les textes avec leur arrière-plan. Ce rapport de contraste, il correspond à une acuité visuelle de 5/10, ce qui est par exemple le taux demandé pour passer le permis de conduire en France. Donc, en respectant ce rapport de contraste minimum, on s'assure qu'un maximum d'utilisateurs pourront lire le texte qu'on va afficher à l'écran. Je vais vous montrer un autre exemple. Également, je vais vous repartager mon écran. Un autre exemple de contraste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il en est. Hop. Donc, j'ai pris le site du CEREMA parce que je sais qu'il y a des textes insuffisamment contrastés sur ce site-là. Pour vérifier le contraste, je vous ai mis le lien un petit peu plus loin dans la présentation ou même dans la slide. Vous avez une petite extension de navigateur qui s'appelle WCAG Color Contrast Checker. Et quand on l'active, en fait, il va nous indiquer à chaque fois qu'on a une petite croix rouge ici, c'est qu'on a un texte qui n'est pas suffisamment contrasté. Donc ça permet de repérer très facilement dans la page les textes insuffisamment contrastés, et puis de retrouver les codes couleurs pour éventuellement trouver des contrastes suffisants. Donc là j'ai pris cet exemple ici, effectivement le texte en blanc sur fond vert ici a un rapport de contraste de 2,28 pour 1 contre le rapport demandé qui est de 4,5 pour 1. Donc
Une première vérification, ça peut être de tester avec cette petite extension, donc ça ne demande aucune compétence technique déjà pour voir si les textes sont suffisamment contrastés. Et puis un deuxième niveau de correction, ça peut être d'utiliser Contrast Finder. Donc c'est un site qui permet de renseigner un code couleur, donc la couleur du texte et la couleur de fond. Si je reprends mon exemple ici, on avait une couleur de fond qui était du blanc. Hop. Plutôt la couleur du texte, si je me trompe pas, ouais, la couleur du texte qui était du blanc. Donc je renseigne mon code couleur ici, et puis on avait la couleur du fond qui était ce vert insuffisamment contrasté. Donc si je vais sur Contrast Finder, que je rentre mes deux couleurs, il me donne bien mon rapport de contraste de 2,28 qui était donné ici par ma petite extension. Contrast Finder m'offre la possibilité de choisir le ratio minimum que je souhaite atteindre et la couleur que je souhaite modifier. Si par exemple je souhaite modifier la couleur de fond, je peux essayer de trouver des contrastes valides et Contrast Finder va me proposer automatiquement les couleurs qui sont les plus proches de la couleur qui posait problème, tout en étant suffisamment contrasté. Ça permet de garder une cohérence, notamment si on doit faire des modifications de couleurs dans une charte graphique, tout en ayant des couleurs suffisamment contrastées. Donc là, on voit la couleur d'origine et puis il me propose toutes ces couleurs-là qui sont dans la même teinte de couleurs, mais qui sont suffisamment contrastées. Bien évidemment, plus le rapport de contraste de départ est éloigné des 4,5, plus la couleur proposée par Contrast Finder sera également éloignée de ces 4,5. Si on prenait une couleur qui est plus proche, la couleur proposée par Contrast Finder serait plus proche. Si je teste par exemple avec ce bleu-vert qui est à 3,81, si je modifie ici pour voir ce qu'il va nous proposer, hop, voilà, on a une couleur qui est quand même visuellement assez proche de la couleur d'origine et qui permet parfois, on ne voit même pas de différence à l'œil nu et en fait certains utilisateurs, eux, vont y voir une grande différence. Donc voilà, cette deuxième bonne pratique qui à mon sens est très importante, qui est de faire en sorte d'avoir des rapports de contraste suffisants, que ce soit entre ces textes ou entre ces boutons, ces composants d'interface, etc., de manière à ce que tout le monde puisse tout le monde puisse accéder à l'information, lire les contenus, ce genre de choses. C'est d'ailleurs un principe qui est valable également sur le format papier. Si jamais vous devez imprimer des affiches, des flyers, ce genre de choses, c'est important de veiller à avoir des contrastes suffisants. On voit encore aujourd'hui trop souvent des affiches avec des textes bleu clair sur bleu foncé, des textes jaune sur blanc, des choses comme ça, qui sont peut-être très jolies, mais qui sont très difficilement lisibles pour tout un tas d'utilisateurs. Un autre petit point important, encore une fois avec une extension de navigateur qui permet d'afficher, qui s'appelle EdXMap, qui permet d'afficher le plan de titrage d'une page. Donc un petit peu comme sur Word, quand vous rentrez un document, vous avez la possibilité d'afficher une table des matières qui va vous donner tous les titres de la page. Cette extension fait exactement la même chose en vous donnant les titres dans une page, ce qui vous permet de voir un petit peu déjà, vous, en tant que, si vous voulez vérifier, de voir si les titres sont cohérents, si on n'a pas des titres vides, des sauts dans le plan de titrage, etc. Et puis pour les utilisateurs, donc sans forcément passer par cette extension, mais avec les synthèses vocales, par exemple, on a la possibilité de naviguer de titre en titre dans une page, ce genre de choses. D'où l'importance d'avoir des titres cohérents. Donc cette petite extension EdXMap qui vous permet de vérifier assez facilement dans une page si le plan de titrage est cohérent, s'il est pertinent, et si on n'a pas de problème au niveau de l'affichage de l'ordre des contenus qui sont affichés sur cette page. Donc toutes les extensions dont je vous parle sont disponibles la plupart du temps sur Chrome et Firefox. Autre bonne pratique qui là est plutôt de l'ordre de la conception ou des choix qui vont être effectués en termes de contenu sur le site, mais le fait d'avoir des contenus en mouvement, ça peut poser des problèmes à tout un tas d'utilisateurs, notamment les utilisateurs qui vont avoir des troubles de l'attention. Si on a par exemple un carrousel qui va tourner en boucle, si on a une vidéo qui se lance automatiquement, en plus de poser des problèmes d'éco-conception et de charger énormément de contenu dans la page, d'utiliser beaucoup la bande passante, etc., ces éléments qui tournent en boucle vont être une source de difficulté pour tout un tas d'utilisateurs. Ça peut également être des pièges au clavier. Si on a un carrousel qui tourne en boucle et qu'on n'a pas de bouton pause, etc., on peut se retrouver piégé au clavier dedans et devoir recharger la page, ce genre de choses. Donc bien penser à est-ce qu'on a vraiment besoin que cet élément soit en mouvement perpétuel, et si c'est le cas, bien penser à implémenter un bouton pause, par exemple pour mettre en pause un GIF, un carrousel, etc. En général, ça fonctionne plutôt bien, à condition bien sûr qu'on puisse activer ce bouton pause
avec les touches de clavier, comme on le disait tout à l'heure. Un autre point que j'ai pas forcément mentionné dans le diapo, mais qui me vient à l'esprit, on va éviter également les défilements infinis, les scrolls infinis, comme on peut retrouver un petit peu sur Instagram, où on peut scroller indéfiniment sans jamais s'arrêter. Donc, outre le fait de poser un problème également d'éco-conception, ça peut poser aussi un problème d'accessibilité, où si on souhaite remonter à la page ou accéder au footer de la page, par exemple, ben on ne pourra jamais accéder à ce footer, puisque on va scroller en continu sur des contenus dans la page et ne jamais s'arrêter. Donc dans ce cas-là, on va plutôt privilégier le fait d'afficher peut-être 100, 200, même 500 contenus, mais arriver à un moment où on va proposer à l'utilisateur de charger plus de contenu avec un bouton, par exemple. Donc c'est des petites choses qui vont pas fondamentalement changer l'apparence de votre site web ou de votre application, mais qui vont changer beaucoup de choses pour les utilisateurs qui vont les utiliser. Donc attention à ça, à ces contenus en mouvement. Je parlais des vidéos à l'instant ou des contenus multimédia de manière générale, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. Si vous proposez des vidéos, si vous proposez des podcasts audio, attention à bien proposer également des versions alternatives pour les utilisateurs qui seraient malentendants, par exemple. Donc le fait de proposer des sous-titres à une vidéo, le fait de proposer une transcription textuelle, le fait de proposer une audio-description. Voilà, je vous ai remis à l'écran les 3 niveaux. Je vous disais tout à l'heure, les bonnes pratiques internationales sont divisées en 3 niveaux. Le niveau simple A, qui correspond à 80% des bonnes pratiques, qui lève des barrières bloquantes d'accès au contenu. Le niveau double A, qui permet de lever d'autres barrières significatives. Et puis le niveau triple A, qui sont des améliorations de confort ou des améliorations ciblées. Je vous disais tout à l'heure, le rapport de contraste entre un texte et son arrière-plan. Au niveau de la couleur, le rapport qui est demandé est de 4,5 pour 1, donc ça c'est en niveau double A, et le rapport demandé en triple A c'est de 7 pour 1, ce qui correspond quasiment à du noir sur blanc ou du gris foncé sur du blanc. Donc bien évidemment, on ne va pas appliquer ces critères triple A systématiquement, mais dans certains contextes, ça peut être intéressant. Si vous avez par exemple un site web et que vous êtes opticien, vous avez de fait des personnes qui sont malvoyantes qui vont venir sur votre site, donc ça peut être intéressant de proposer un rapport de contraste plus élevé. Là c'est un petit peu la même chose pour les vidéos. Au niveau simple A et double A, on va simplement demander à ce que une transcription textuelle, des sous-titres et éventuellement une audio-description, si la vidéo s'y prête, soit proposée. Et en niveau triple A, on va également demander une retranscription en langue des signes française. Donc ça n'a pas vocation à être appliqué systématiquement, mais ça peut être intéressant et on le voit effectivement de plus en plus, que ce soit dans les communications du gouvernement, mais également dans des concerts, par exemple, où on a des personnes qui vont interpréter en langue des signes les paroles des musiques, ce genre de choses. Donc bien se poser la question lorsque vous utilisez des éléments multimédia, est-ce que l'information reste compréhensible si je masque l'image? Si vous avez une vidéo par exemple, est-ce que toutes les informations sont vocalisées? Tous les contenus porteurs d'informations sont vocalisés? Si vous avez des pourcentages qui s'affichent qui ne sont pas repris à l'oral, ces éléments pourront être intégrés par exemple à une audio-description. Est-ce que si on ne peut pas afficher la vidéo, on a bien une transcription textuelle qui nous permet d'avoir accès aux mêmes informations, etc. Donc voilà, autre bonne pratique qui est d'autant plus importante qu'aujourd'hui on a de plus en plus de médias vidéo et podcasts audio qui sont publiés. Cette recommandation, elle est aussi valable pour les images. Si vous avez une image qui porte une information, donc par exemple une affiche qui donne le lieu, la date et puis le nom d'un événement, bien penser à ajouter une alternative textuelle à cette image, que ce soit par le biais d'un texte adjacent ou directement dans un attribut alt de cette image dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais bien penser à donner les informations qui sont véhiculées par cette image. Si cette image est décorative, ça n'a pas d'importance, on va laisser cet attribut alt vide. En revanche, si elle porte des informations, bien penser à renseigner cet attribut alt. Je pense notamment aux images qui sont publiées sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur donc anciennement Twitter, sur Instagram. Vous avez systématiquement la possibilité de renseigner une description pour vos images. Donc bien penser à appliquer cette petite bonne pratique qui peut donner plus d'informations à beaucoup d'utilisateurs. Donc je vous ai remis voilà une petite slide, on pourra vous partager le support avec les différentes extensions et sites que j'ai utilisés, notamment aussi l'assistant RG2A, le validateur de code source du W3C qui permet de détecter des erreurs techniques, et puis quelques outils de test automatisés qui vérifient certains critères, notamment au niveau du code source, qui nécessitent là encore pas de compétences techniques particulières, mais qui peuvent être utilisés de manière assez facile et qui ont en plus l'avantage de vous générer un petit rapport
d'accessibilité avec une description des problèmes relevés et quelques conseils pour les corriger. Pour terminer, donc j'en ai fini avec ces bonnes pratiques qui sont à mon sens les principales que vous pouvez déployer et mettre en place quand vous produisez des services numériques. Et je voulais simplement faire un petit focus sur voilà ce qu'on peut appeler des outils magiques. De plus en plus, on voit apparaître des outils, des sociétés qui proposent des outils sous la forme d'un plugin, sous la forme d'une petite ligne de code que vous allez implémenter sur votre site et qui viendrait corriger l'accessibilité de ce site, rendre ce site accessible, etc. Malheureusement, ces outils ne sont pas ce qu'ils prétendent être pour la plupart du temps, dans le sens où ces outils proposent effectivement des améliorations, qui sont des améliorations de confort, voire d'accessibilité dans certains cas, mais qui ne sont pleinement fonctionnelles que si le site a été correctement développé et que si celui-ci a pris en compte l'accessibilité dès sa phase de conception. Autre problème, la plupart de ces outils ne proposent que des fonctionnalités limitées. Par exemple, ces outils ne sont d'aucun secours pour un utilisateur non-voyant. Autre exemple, autre argument qu'on pourrait mettre en avant, c'est que les utilisateurs en situation de handicap n'ont pas attendu que ces outils existent pour utiliser le web. D'ailleurs, si un utilisateur arrive sur votre site web, il a utilisé son ordinateur, puis son navigateur, puis éventuellement est passé sur 3-4 autres sites avant d'arriver sur le vôtre. Donc, il a déjà ses propres technologies d'assistance. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les utilisateurs ne vont pas attendre des nouveaux outils en arrivant sur votre site, mais ils vont attendre que votre site soit compatible avec les outils qu'ils utilisent déjà. Et puis, autre point noir sur ces outils soi-disant d'accessibilité, c'est que la plupart d'entre eux donc ne sont pleinement fonctionnels que si le site est déjà accessible, et également la plupart d'entre eux ne sont pas accessibles eux-mêmes. Pour vous donner un exemple, on avait fait quelques tests et on avait notamment des sites qui proposaient de renforcer les contrastes de couleurs. Donc le contraste de couleur était bien modifié dans la page, mais n'était pas modifié dans la petite fenêtre de pop-up de l'outil en lui-même, ce qui est un petit peu embêtant pour un outil de ce genre. Et puis, dernier point, ils ne permettent pas de satisfaire aux obligations légales que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc, effectivement, la plupart d'entre eux ne couvrent que 3 à 4 des 106 critères du RG2A. Donc, bien garder à l'esprit que si vous avez des outils qui sont, des sites, ou des applications qui sont concernés par cette obligation légale, que ces outils ne sont pas suffisants pour rendre accessibles les services que vous allez pouvoir proposer. Voilà un petit peu pour ce que je voulais évoquer ce matin. Donc un rapide balayage voilà, des différentes typologies de handicap et des différentes technologies d'assistance qui peuvent être mobilisées par les utilisateurs concernés. Un petit focus sur l'obligation légale et puis sur quelques bonnes pratiques qui, à mon sens, sont essentielles et qui sont vérifiables relativement facilement. Voilà, la navigation au clavier, les contrastes de couleurs, les titres dans la page, les images, les contenus en mouvement, les vidéos, qui sont des choses, une fois qu'on les connaît, qui sont assez faciles à mettre en place et assez faciles à systématiser également dans ces productions. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont des questions ou ont besoin de points d'éclaircissement sur ce qu'on a évoqué. N'hésitez pas à interagir, que ce soit dans le chat ou même directement à prendre la parole si vous avez un micro, au contraire. Merci pour la présentation. Alors, je pense qu'ils n'ont pas la possibilité d'utiliser leur micro, par contre. D'accord. Les gens sont en train d'écrire. N'hésitez pas à noter vos questions. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire, donc c'est parfait. On va attendre. Et effectivement, je vous ai remis le lien de la vidéo sur YouTube qui est juste au-dessus. N'hésitez pas à aller voir. L'association Valentin Huy, d'ailleurs, pour reparler de cette vidéo, qui partage énormément de ressources autour du handicap, de l'accessibilité. Donc n'hésitez pas aussi, également sur la partie réglementaire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils peuvent publier sur leur site web ou sur leurs réseaux sociaux. C'est toujours intéressant. Sachez aussi qu'il existe une liste de diffusion autour du RG2A, qui permet de poser des questions sur l'accessibilité, et sur cette liste de diffusion, on trouve donc énormément de référents accessibilité, des experts qui travaillent dans différentes entreprises d'expertise, comme je peux en faire partie, mais également des développeurs, des experts utilisateurs, etc. Donc si jamais ça vous intéresse et c'est un sujet sur lequel vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter, à vous inscrire sur cette liste de diffusion, ne serait-ce que pour faire une veille un petit peu passive où vous voyez passer un petit peu tous les échanges. Ça peut vous donner un peu plus d'informations de ce côté-là.
Merci Clément. C'était pas une question au final. Très bien. Merci, c'est super clair. Du coup, en attendant de voir si d'autres personnes ont éventuellement des questions, je glisse dans le chat également un questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé. Vous pouvez prendre le temps de répondre, ça prend 2 petites minutes pour voir si c'est un sujet que vous voulez qu'on repousse dans le futur. Voilà, n'hésitez pas. Et on a une question. Ouais, je vois une petite question sur des frameworks. Donc, j'imagine que ça doit être un framework lié à un CMS ou un framework de développement. Effectivement, en fait, donc il faudrait. Je connais pas particulièrement ce framework. Les choses auxquelles il va falloir faire attention, c'est déjà d'une part, beaucoup d'outils se disent accessibles, effectivement. Donc, vérifier si, d'un point de vue technique, cet outil est réellement accessible. Donc ça passe la plupart du temps par un audit d'accessibilité, mais déjà vous pouvez faire quelques tests avec les choses qu'on a évoquées ce matin. Donc essayer d'utiliser une page créée à partir de ce framework uniquement avec le clavier, ce genre de choses. Vous pouvez lancer une synthèse vocale. Si vous êtes sur Windows, la synthèse vocale NVDA est gratuite. Il existe Orca également. Vous avez VoiceOver sur Mac. Donc pour vous lancer cette synthèse vocale et puis vous naviguez avec la touche tabulation, vous allez voir un petit peu ce qui vous est restitué. Mais le fait d'utiliser un framework, même s'il était 100% accessible, ne garantirait pas l'accessibilité du site web, dans le sens où il y a effectivement une partie de l'accessibilité qui va être déterminée par la solution et l'implémentation technique qui a été choisie, mais il y a également une partie de l'accessibilité qui va être déterminée par la partie contribution, donc tous les contenus qui vont être publiés sur la page. Donc, même si le socle technique est 100% conforme aux bonnes pratiques et 100% accessible, il faut également porter une attention aux contenus qui vont être publiés sur cette page web, que ce soit les images, les textes, les couleurs, les éléments multimédia, ce genre de choses. Donc, c'est une très bonne chose d'essayer de choisir une solution technique qui soit accessible et suffisamment accessible, ou en tout cas suffisamment modifiable pour venir effectuer des correctifs d'accessibilité. Mais il faut bien penser à le combiner aussi avec toute la partie contribution qui va également avoir un impact sur l'accessibilité. Merci Clément. Et dans l'onglet questions, on a une interrogation de la part de Maxime par rapport aux associations. Oui, alors, je viens de voir la question. Lorsqu'on fait un site pour une association, est-ce qu'on est soumis aux obligations légales? En fait, ça va dépendre de quel type d'association. Donc, par exemple, une association de handicap, une fédération sportive va être soumise à l'obligation légale. De la même manière, si vous êtes une association qui est financée majoritairement par des fonds publics, par exemple, vous allez être soumis à cette obligation légale également. Donc, si vous avez un doute sur est-ce que vous faites partie du scope de cette obligation légale, je vous invite à poser une question dans la fameuse liste de diffusion. Je peux vous mettre le lien de cette liste de diffusion si ça vous intéresse. Hop. Vous avez notamment des personnes de la DINUM qui sont en mesure de répondre aux questions et qui pourront vous donner également un petit peu plus d'informations là-dessus. Je retourne dans le chat. Tac, je vous mets le lien ici. N'hésitez pas à aller voir aussi sur le site du RG2A, vous avez un rappel du cadre et de qui est concerné. Vous trouverez peut-être les informations là-dessus. Je suis en train de récupérer le lien et puis vous aurez toutes les infos que vous cherchez ici. Ça dépend en fait beaucoup, voilà, de à quelle entité de contrôle est soumise cette association. Est-ce que vous êtes délégataire d'une mission de service public? Est-ce que vous êtes financé ou sous le contrôle majoritaire d'une entité qui est elle-même concernée par cette obligation légale? Voilà, ça dépend de tous ces facteurs-là. Mais effectivement, c'est une question importante dans le sens où, en dehors du fait de proposer des contenus accessibles, il y a tout le côté obligation d'affichage avec la réalisation d'audits, etc., qui est importante à prendre en compte.